moment ça filme. Attends. Faut faire le clap. On clap. Salut Valentin, Salut Anthony, Jérôme et Sarah de Above the Pines. Donc ça fait un petit moment qu'on te voit sur internet, donc on voulait discuter un peu avec toi, connaître un peu ton parcours, tes projets. Moi déjà, le speed riding ça avait commencé, j'en faisais pas tout de suite. Moi j'ai commencé par le ski freestyle, donc de à peu près 12 ans jusqu'à 18 ans. Moi quand j'avais 15 ans, mon frère il faisait déjà un peu de speed riding, donc je regardais un petit peu faire, je regardais un petit peu ses vidéos, mais je me disais ça a l'air un petit peu chaud quand même ton truc et tout, ça fait peur et tout. Et je me disais allez, je reste à fond dans le freestyle, quoi. Puis après mon frère il a eu un accident du LM en 2010, du coup il s'est tué en LM en 2010. Et là je me suis dit faut que j'essaye le speed riding. Et là dès mon premier vol, donc à 18 ans en 2010-2011, là j'ai acheté une voile chez Swing. Et puis là dès mon premier vol je me suis dit j'aurais dû essayer avant, c'est quelque chose que. C'est fait pour toi. C'est fait, c'est quelque chose qui me plaît. Donc t'as pas commencé par le parapente, t'es arrivé direct en tant que speed rider. Non, à 12 ans j'ai aussi commencé le parapente. Donc j'en ai pas fait énormément, mais voilà, vu que mon frère volait, j'ai un petit peu suivi ses traces. Donc à 12 ans j'ai commencé à voler en parapente, puis du coup à 18 j'ai mixé parapente et ski, quoi, speed ride. D'accord, ok. Dans ta vie de pilote, est-ce qu'il y a un vol en particulier ou un run, parapente ou speed riding, mais c'est plutôt le speed qui nous intéresse, qui a été différent de tous les autres ou qui a été plus intense? Qui reste exactement. gravé. Si, moi je crois que le plus gros truc que j'ai fait c'était slider le cap de télésiège en 2014 là. C'était vraiment une opportunité, je pense. J'espère pouvoir le refaire encore mieux. Avec l'expérience que j'ai maintenant, je pourrais vraiment faire encore quelque chose de mieux. Mais pour moi, ça c'était en tout cas ce qui m'a permis aussi de trouver d'autres sponsors. Et après avoir vu le cap d'Antoine, j'ai vu ce télésiège, j'ai fait Et du coup, vu que je faisais du freestyle et que je faisais beaucoup aussi de rail, j'avais aussi cette expérience de slider, ce qui m'a permis un peu de faire des switch-up là sur le télésiège. Ça, C'était beau. On a pris plaisir à voir. Exactement. Alors du coup, on a une question qui en ressort aussi, c'est depuis que tu as des sponsors, est-ce que ça a changé ta manière de voler, de voir les choses? Alors non, pour moi, je fais du speed à la base pour moi déjà, mais ça change rien pour moi. Moi, c'est de se faire plaisir, de partager des bons moments avec les copains et puis de trouver des beaux endroits pour voler, d'avoir des bons souvenirs. Ouais, c'est surtout le plaisir qui est la vraie motivation. Pour moi, c'est vraiment le plaisir et j'irai jamais faire, même si une marque me demande de faire quelque chose que j'ai pas envie ou que je sens pas, je le ferai jamais. Parce que c'est comme ça aussi qu'arrivent les accidents, tu vois. Il faut vraiment arriver à se dire, ton cadre, tes capacités, maintenant tu fais ce que tu sais faire. Et souvent quand je suis filmé ou quand je fais des projets pour des marques ou des sponsors, je vais pas être à 100%, tu vois. Tu prends plus de marge. Une marge de sécurité. Ouais. Voilà, parce qu'en plus, faut pas se dire, il y a l'hélico, du coup je suis obligé de faire ça parce qu'aujourd'hui il y a l'hélico. Non, franchement, demain si les conditions sont bonnes, vaut mieux pas surengager ce jour-là. Tu seras toujours là demain pour essayer de faire mieux que si tu essayes de pousser le truc obligatoirement parce que tu es filmé ou parce que tu as de la pression. Je pense que c'est là où justement tu peux arriver à l'accident aussi. Ouais. Le plaisir, c'est une meilleure motivation. C'est la meilleure motivation. Et moi, ce sera toujours pour me faire plaisir. Le jour où je prends plus plaisir à faire ça, c'est pas pour une marque que je continuerai. Ouais, bien sûr. Alors aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais quoi comme activité à côté? Alors moi l'été, je suis instructeur ULM. D'accord. Paramoteur, pendulaire et multi-axe. Parce que mon papa, lui, il a l'école depuis 30 ans. Donc très jeune, à 15 ans, je volais déjà en pendulaire. Et donc tout l'été, je fais cette activité-là. L'hiver, je passe aussi mon BE ski pour assurer mes arrières. Ouais. Parce que je sais très bien que le speed riding, ça peut s'arrêter. Exactement. Et donc faut toujours assurer tes arrières au cas où. D'accord. Alors par rapport à tes sponsors et tout, il y a aussi un truc qu'on parle de plus en plus, c'est l'effet YouTube. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en speed riding, le problème c'est que si tu tapes speed riding sur internet, on tombe direct sur des vidéos de toi ou de personnes qui ont vraiment un top level. Donc qu'est-ce que tu penses justement de l'effet YouTube? Parce que pour toi c'est quand même positif.
Alors l'effet YouTube c'est bien parce que ça va montrer un petit peu la performance du matériel, ce qu'on peut faire maintenant avec le matos. Mais il faut vraiment se dire, savoir son cadre et pas faire n'importe quoi avec les ailes. Il y aura toujours des gens malheureusement qui vont... Quand c'est bien fait, tout a l'air facile, que ce soit en n'importe quelle activité. En ski par exemple. En ski, tu vois quelqu'un faire les championnats du monde de descente, bon c'est impressionnant, ça va super vite, mais presque tu pourrais dire bon moi je peux le faire. Après le speedriding c'est très facile d'avoir une aile et de vite faire des conneries. Moi surtout ce qui me manque aujourd'hui en speedriding, c'est un petit peu le côté structure exactement, qui manque et je pense que les accidents ils viennent de là parce que les gens c'est vrai qu'ils regardent une vidéo et ils se disent bon demain je fais pareil sans forcément avoir compris les fondamentaux, la base de la voile avant. Et si ça se passe mal après ça va très très vite, c'est ça le problème, c'est que c'est très facile, un tonneau ça se fait super facilement en speedriding, par contre si tu le fais mal derrière c'est pas rattrapable. Et pour moi donc le speedriding, il faut bien penser que c'est un peu de speed flying plutôt je dirais, c'est un peu comme le base jump. Malheureusement on se dit que c'est du parapente et que du coup on prend ça comme une activité plus cool, mais non, si on fait une erreur ça va très très vite proche du sol, on est sur du dur et ça fait mal. Ça peut faire très mal. Alors justement on en parle de plus en plus. Rendre les brevets parapente obligatoires en France, un peu comme à l'image de la Suisse ou d'autres pays. Est-ce que tu penses que si on appliquait un peu cette formule au speedriding, qui se fait aussi dans certaines écoles, est-ce que tu penses que ça changerait les choses Alors oui, déjà il y a en place un système de brevet, par contre c'est pas contrôlé, c'est le problème du speedriding, parce que par exemple par rapport à un centre de parachutisme où là ils vont avoir des brevets, le mec il peut pas sauter, il est contrôlé. Avant de monter dans l'avion, il y a un DT, un directeur technique qui va te dire toi tu as le niveau de sauter avec telle personne, de faire de la tête en bas, de la tête en haut, etc. Nous vu qu'on est en nature, on est en montagne, on marche, on vole, t'arrives au déco. En haut d'une montagne. Et c'est aussi le côté cool du speedriding. C'est un peu l'esprit vol libre. Cette liberté. Alors après, c'est un peu le risque du brevet, c'est que tu te surestimes un peu et tu pars dans des conditions un peu plus fortes. Je pense que la plupart des accidents, ça serait dû à quoi peut-être? Alors déjà au niveau des manques d'expérience aérologique, parce qu'on a besoin d'une grosse expérience, il n'y a pas forcément des gens qui viennent que du milieu parapente, il y a aussi comme je disais des parachutistes qui ont vraiment une très faible connaissance niveau aérologique. Ça peut jouer en compte, et aussi souvent on a tendance à descendre de voile un petit peu trop tôt, on a envie de griller un petit peu les étapes et il n'y a personne pour nous freiner. Progression trop rapide. Voilà, progression trop rapide et du coup c'est là aussi où tu n'as pas le temps de t'habituer avec la voile et là on prend plus de risques. Le problème c'est que pour enseigner le speedriding à l'heure actuelle il faut un BE ski et un BE parapente ou BE BGEPS parapente. Donc ça bloque vachement l'activité. Ouais, ça t'oblige à avoir deux casquettes pour apprendre une activité qui est pas forcément, qui est totalement différente même. Donc c'est bien, mais moi je pense que aussi ça manque un petit peu d'école et du perfectionnement. Donc on lâche les gens en brevet initial, on peut voler tout seul. Maintenant c'est la mode, c'est le tonneau, on a envie de faire le tonneau, on a envie de faire les envoyades, tout ça. Et là ce qui manque c'est vraiment une structure où on peut prendre les gens en perfectionnement et là où on apprend aux gens à comprendre une voile, comment elle marche. Moi je pense que tu as beaucoup de gonflage aussi, c'est important. Des fois j'en parle à des gens et ils me regardent avec des yeux genre mais je sais gonfler. Moi, ils ont fait 2 heures de gonflage à l'école au début et puis c'est bon. C'est ça. Mais moi j'essaye une voile, même encore, je gonfle pendant 1 heure, 2 heures. Je trouve ça intéressant. Tu regardes les réactions de la voile, tu la décroches, tu utilises les trims, tu regardes la différence entre les trims ouverts, trims fermés. C'est complètement différent. Et puis c'est complémentaire au vol aussi. C'est parce qu'elle a le même comportement au sol qu'en l'air. Exactement. Il y aura un petit peu moins de pression, mais l'idée c'est la même. Si on fait ce qu'on veut de sa voile en gonflage, en l'air on a déjà une bonne notion de ce qu'elle a dans le ventre, on va dire. Ça. Alors justement, aujourd'hui il y a un peu 36 000 façons de se mettre au speed riding et au speed flying. Les copains, le parapente qui fait qu'au fur et à mesure tu descends en taille. T'achètes une aile et tu y vas tout seul, ça se fait encore très couramment. Et justement les écoles. Si toi tu devais conseiller des débutants ou un non-initié,
tu lui conseillerais de démarrer de quelle façon? Alors moi, c'est toujours déjà de passer par une école. Et même si on n'est pas parachutiste ni parapentiste, ou même si on l'est, il faut toujours passer par une école. Déjà, on va apprendre les fondamentaux, on va nous apprendre un petit peu les règles de base du speed riding et la différence entre le parapente ou le parachutisme. Pour quelqu'un qui voudrait se mettre au speed flying, on va dire. Oui, alors, est-ce que parce que c'est tellement entre les deux que alors il y a des écoles de mini voile aussi maintenant qui se font. Ça reste des surfaces un peu grandes, mais comment alors ça... moi, par contre, je trouve pas ça pour quelqu'un qui skie pas. Bon, il pourrait commencer par le speed flying, mais avec vraiment des grandes tailles. Et là, ça va mettre presque plus de temps. Il faudra vraiment descendre petit à petit pour vraiment pas se faire avoir. Et pour moi, ce sera toujours plus risqué. L'avantage du parapente, c'est les connaissances aérologiques. Exactement. Qu'on n'apprend pas beaucoup en speed riding, voire pas du tout. C'est ça. Et puis l'hiver, donc sur la neige, t'as pas de thermique déjà. Alors le mec qui va voler l'hiver et qui va passer à l'été, s'il n'a pas fait de parapente, c'est sûr qu'il connaît pas ça. Bah ouais. Le parapente, ça va toujours nous apporter l'aérologie. Après, au niveau du pilotage, c'est quand même assez différent. Mais pour quelqu'un qui veut se mettre au speed flying, moi j'ai fait comme ça. J'ai commencé avec le Spitfire 9. Je l'ai volé tout l'hiver, non-stop. Et c'est seulement en fin d'hiver où je me suis dit, mais en fin d'atterro, je commençais à mieux connaître ma voile aussi, j'arrivais mieux à la freiner, vraiment utiliser toute la vitesse pour ralentir. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait presque poser à pied avec la 9, parce qu'on arrivait assez lentement. Parce que tu connaissais ton aile aussi. Ouais. Et donc là, après ce que j'ai fait, j'ai enlevé les skis, je suis allé sur un décollage où on monte en télécabine, donc c'est que de la neige aussi, neige damée. Et au moins, si jamais ça décollait pas, tu glisses sur la neige et voilà, tu te fais pas mal. Et après ça, avoir essayé cette voile sur la neige à pied, je l'ai essayé d'une face assez raide derrière chez moi à Nanto, où là j'ai décollé à pied. Et encore une fois, il y avait encore de la neige sur le sommet, donc je me disais, si jamais ça part pas, je vais pouvoir glisser et m'arrêter sur la neige, il n'y a pas de barre rocheuse, il n'y a rien en bas. Voilà. Et moi, j'ai vraiment commencé par ça. Et je pense que c'est important de commencer d'abord par le speed riding, parce que aussi les gens qui s'impactent à latéraux, en envoyade, c'est un petit peu ça, c'est un manque d'expérience déjà l'hiver. Et puis l'hiver sur la neige, ça pardonnera toujours plus que l'été. Sur les rochers, quoi. En short t-shirt, en basket, sur les rochers, ça. Ouais. Donc le speed riding pour connaître son aile et le parapente pour connaître l'aérologie d'été. Mais surtout, si on fait pas de parapente, c'est difficile de dire à quelqu'un tu vas te passer 2 ans à apprendre l'aérologie. Tu peux commencer par le speed, mais alors je conseille à 100% de commencer avec les skis, bien comprendre la voile, et puis seulement une fois qu'on a compris la voile, quitte à reprendre un peu plus gros l'été, et à commencer l'été comme ça, avec une voile avec laquelle on a déjà volé, on connaît déjà les réactions. Donc pour toi, on peut dire qu'un peu le speed flying, c'est l'aboutissement du speed riding mélangé avec le parapente. Un petit peu, ouais, voilà. À l'hiver, voilà, si tu fais un petit virage un petit peu bas, tu vas pouvoir laisser toucher les skis, ça va glisser un petit peu, tu te seras rendu compte que là ton virage était trop bas. Ça, l'été, ça passe pas. Ouais. Une petite erreur, 1 mètre trop bas, c'est radical. Quelle est la différence entre un bon pilote et un mauvais pilote? Question, c'est comme entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Celui qui boit, c'est le mauvais pilote, c'est ça? Non. Celui qui boit pas, c'est le bon pilote. Pour moi, un bon pilote, déjà, c'est quelqu'un qui ne fait pas peur et qui se met pas en danger. Après, ce que j'aime pas trop, c'est souvent les gens qui vont un petit peu surengager pour épater la galerie. Où on voit tout de suite que ils en font plus que s'ils savent faire. Je dirais que ça c'est un petit peu peut-être les moins bons pilotes. C'est quelqu'un qui est vraiment très propre à la commande, puis qui fait ce qu'il sait faire. C'est quelqu'un qui est bien aussi dans sa tête, qui connaît ses limites, et pour moi qui pourra voler longtemps et s'amuser longtemps dans la vie, quoi. Et faut pas... Un bon pilote, c'est un vieux pilote. Un bon pilote, c'est un vieux pilote, exactement. J'y ai pas pensé, mais c'est comme on y allait. Un bon pilote, c'est un vieux pilote, tout simplement. Allez, bon. Alors Valentin, on a eu quelques rumeurs entre toi et Swing, apparemment il y aurait quelques projets. Ouais, alors je vais passer un portateur pour la partie speed riding, speed flying l'année prochaine en 2018. Donc Jean-Marcel Gault, l'ancien apportateur, arrête. Et vu que je vole sous Swing depuis que j'ai un petit peu commencé le speed riding, j'étais un petit peu sponsorisé par eux au début. Donc j'aime bien les voiles, c'est vraiment de très bonnes ailes, sinon j'aurais volé autre chose. Et je ne serais pas passé un portateur de cette voile si je la trouverais pas sécurite et safe pour les autres. Alors dis-nous, quels sont tes projets futurs du coup?
Alors les projets futurs, là, j'en ai fait un tout l'hiver dernier. J'ai fait donc avec mon pote Hugo Gérola, avec qui je vole souvent, qui me suit super bien. C'est un des seuls qui peut me suivre comme ça et me faire des images comme ça. Et donc ce projet-là, on l'a commencé même avant le mois de décembre, mais les premiers vols c'était au mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Et là, cette vidéo, elle va sortir au mois de novembre, là, cette année, début d'hiver. Donc là, j'ai hâte que ça sorte, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a fait et j'aimerais pas que quelqu'un d'autre sorte une vidéo un petit peu dans ce genre-là. Donc là, je suis plutôt bien content de ce projet-là. Et sinon, les projets de l'année prochaine, pour le moment, j'ai fait que du speed riding avec Red Bull. J'aimerais bien faire un peu de speed flying l'été. Donc j'ai pas mal d'idées avec un petit peu de fumée, de couleurs. Voilà. Et puis après, bouger un petit peu partout dans le monde pour essayer de trouver de beaux endroits et réaliser de beaux runs. Et on a hâte de voir ça. Cool. Bah écoute, on va te libérer. On te remercie pour ton temps. Et puis, avec plaisir. Bah on espère te revoir bientôt dans de nouvelles vidéos ou sur des spots. Bon bah Bon, voilà, bah c'est tout bon. c'est pas mal. Allez, Bon, là, ça enregistrait. on cut. C'est bien Tu vois cadré, les mains? regarde. Ah ouais, voilà. non, c'est nickel. Ouais, on voit tes C'est ça mains, qui est bien. on voit tout. C'est bien. Il y a des sites comme Bob the Pine qui font des super trucs. Ouais, il y a un super site. Tous les runs sont répertoriés. Ça, c'est